Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette table ronde faciliter l'accès à un avis médical expert pour tous grâce à deuxièmeavis.fr. Aujourd'hui, je suis avec professeur Stéphane Benoît. Vous êtes chirurgien digestif au CHU Bicêtre à PHP, spécialiste notamment des cancers colorectaux, de la diverticulite sigmoïdienne et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et bien sûr, vous êtes médecin expert pour deuxièmeavis.fr. Alors, avant de vous laisser la parole sur votre rôle de médecin expert, mais aussi sur votre prise en charge de certains cancers en particulier, je présente brièvement le service deuxièmeavis.fr. C'est donc un service en ligne qui permet aux patients d'avoir l'avis d'un médecin spécialiste en moins de 7 jours sur plus de 800 pathologies en leur communiquant un dossier médical et dans la plupart des cas, c'est un service qui est entièrement pris en charge par les mutuelles sans avance de frais. Donc nous l'avons dit, on va aborder ensemble la question spécifique de la prise en charge des cancers colorectaux dont vous êtes spécialiste, notamment celui du rectum. Mais avant cela, est-ce qu'on va pouvoir parler ensemble, je pense que ça peut être intéressant, de votre rôle de médecin expert pour deuxièmeavis.fr. Dans un premier temps déjà, sur quelle pathologie votre expertise va être la plus sollicitée sur le site ? Comme vous l'avez dit, je vais être le plus sollicité sur les choses dont je suis un peu spécialiste. Et donc effectivement, c'est les cancers colorectaux, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et un petit peu la diverticulite sigmoïdienne. En gros, avec ces trois spécialités, c'est ceux pour lesquels je suis le plus sollicité à l'heure actuelle. D'accord. Et alors, quand est-ce que vous avez voulu devenir médecin expert et qu'est-ce qui vous a poussé à engendrer un peu cette blouse supplémentaire ? Alors en fait, j'ai été sollicité il y a 3 ans, c'était au cours d'un congrès en fait, on est venu me proposer et j'ai été assez séduit par le concept en fait de pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas forcément accès près de chez eux de façon évidente ou qui sont angoissés par rapport à ce qu'on leur a proposé, d'avoir la possibilité d'avoir un deuxième avis qui se fait en ligne sans qu'ils aient à se déplacer. Et donc en fait d'ailleurs la plupart des gens pour qui j'ai donné un deuxième avis sont un peu répartis dans toute la France et donc sont en fait assez loin de Paris. Et donc ce concept de pouvoir permettre à toute la population peut-être d'avoir un deuxième avis expert sans que forcément le mien soit toujours meilleur que ce qu'on lui a proposé. Mais souvent, il y a beaucoup de fois où en fait ça a rassuré les gens de voir qu'on proposait la même chose que ce qui leur avait été proposé. Et donc j'étais assez séduit par ce concept. Donc vous l'avez dit, ce rôle de médecin expert, ça vous permet d'avoir ce rôle aussi d'aider dans certains territoires où il n'y a pas forcément l'offre de soins, vous pouvez être là. Mais vous, un peu plus, on va dire, égoïstement, en tant que médecin, qu'est-ce que ça a pu vous apporter d'avoir ce rôle-là de... Alors déjà, on pourrait penser que ça pourrait être pour une rémunération, alors parce que effectivement la vie est rémunérée. Alors moi, en l'occurrence, je la verse sur une association qui va promouvoir la recherche, donc voilà, ça me permet de faire ça. La deuxième chose, ça donne un petit peu quand même de notoriété, de savoir qu'on est sollicité. Mais on signe une charte aussi, il faut le savoir que les gens le savent bien. À partir du moment où on a donné un avis pour un malade, on n'a pas le droit nous de le voir et donc de le détourner du centre où il a été. Donc c'est vraiment un avis consultatif. Et en aucun cas, on peut permettre aux patients à ce moment-là de venir nous voir en consultation. C'est même interdit par les choses. La troisième chose, à titre personnel, moi, ça m'a apporté aussi, puisque en fait, il y a certaines pathologies où, pour être sûr de donner vraiment un avis expert, ça m'a obligé à retravailler sur certaines pathologies pour être sûr que l'avis que je donne soit parfaitement dans l'air du temps et que je me sois pas trompé. Et donc, en fait, à titre personnel, ça me permet de me maintenir en permanence de l'actualité de ces différentes pathologies. Une sorte de formation continue supplémentaire. Voilà. Et donc justement, dans ces cas-là, ces prises en charge-là, justement, qui demandent à être vraiment à la page, il y a évidemment la prise en charge des cancers du rectum. Vous l'avez dit, vous êtes très sollicité sur ce sujet-là. Et justement, pourquoi cette prise en charge-là, elle est si spécifique par rapport aux autres ? Alors, parce qu'en fait, le traitement du cancer du rectum, pendant 40 ans, ça a toujours été la même chose. On faisait de la radiothérapie avec de la chimiothérapie aux gens, puis on les opérait. Et donc, c'était un traitement assez standard et connu de tout le monde. Et puis, en fait, depuis 2020, alors là, ça a complètement explosé et bouleversé. Et on est allé en fait vers un traitement beaucoup plus à la carte et personnalisé en fonction des cas. Et donc sont arrivées de nouvelles thérapeutiques, de nouvelles stratégies, et en particulier une stratégie qui est de pouvoir, chez certaines personnes qui répondent très bien à un traitement, de pouvoir leur conserver l'organe. Et donc ça a été une explosion dans le monde. Mais il y a des bonnes indications et des mauvaises indications de cette conservation d'organes, avec quand c'est
proposé, mais dans une mauvaise indication, ça peut être catastrophique pour les patients. Et donc en fait, parce que en fait ils vont récidiver, et au moment de la récidive, ils vont perdre des chances que si on les avait opérés tout de suite, juste parce qu'on leur a fait miroiter qu'on pouvait conserver l'organe. Mais voilà, une fois de plus, il y a des très bonnes indications, et donc on est allé vraiment de plus en plus à un traitement à la carte. Et donc en fait, un traitement qui a depuis 30 ans été très simple, c'est devenu un traitement très compliqué où pour chaque cas, on peut discuter une alternative thérapeutique. Et donc, et les gens ont eu un peu de mal à se retrouver dans cette masse d'informations nouvelles. Et donc, c'est en ça que nous, les experts, on est là un peu pour remettre un peu dans le droit chemin, où de temps en temps, on proposait des choses à des gens qui étaient très nouvelles, mais qui ne correspondaient pas du tout à leur cas. Et forcément, eux, ils étaient demandeurs de ça parce que ils voyaient bien que ça leur évitait de faire une opération, par exemple, ou dans certains cas d'éviter des rayons. Et donc, il y avait une désescalade thérapeutique par rapport au traitement standard de tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on est très sollicité pour cette pathologie, parce que, je vous dis maintenant, pour chaque cas, on peut faire un traitement un peu à la carte. Mais tout le monde n'est pas au fait, et il y a eu beaucoup d'informations en même temps. Et on a mélangé un peu les choses, en fait. C'est un peu ça. Donc, nous, on est là un peu pour recadrer ces pathologies et de faire le bon traitement à la carte pour la bonne personne. Et justement, cette redirection, en quelque sorte, elle arrive à quel moment de la prise en charge? Vous allez être sollicité quand? Oui, alors c'est soit au tout début de la stratégie. Il y a des gens qui nous sollicitent en disant, voilà, on m'a découvert tel cancer du rectum, on m'a proposé ça et ça et ça comme stratégie, est-ce que vous êtes d'accord avec cette stratégie? Alors ça, c'est assez fréquent, je dirais que c'est le mieux, parce que ça nous permet d'arriver suffisamment tout de suite, et donc si jamais on n'est pas d'accord avec la prise en charge, ou de les rassurer sur le fait qu'ils ont eu la bonne prise en charge, on le sait tout de suite, et il n'y a pas, voilà. Mais sinon, nous, par exemple, c'est souvent après le traitement préopératoire, en disant, bah voilà, j'ai très très bien répondu, est-ce qu'à moi on pourrait pas me proposer la conservation d'organes? Mon chirurgien m'a dit que non, il fallait m'opérer, mais moi j'ai vu sur internet que en fait dans plein de cas on peut éviter de me faire une opération. Est-ce que dans mon cas vous pensez que c'est indiqué? Parce que moi je suis sûr que c'est indiqué, je veux plus me faire opérer, alors qu'en fait il faut surtout pas faire ça, il faut faire une opération. Et donc le fait qu'un expert, comme je me considère vraiment dans cette pathologie, puisse dire à la personne, mais si au contraire il faut absolument que vous fassiez opérer, c'est vraiment nécessaire parce que dans votre situation la conservation d'organes c'est trop risqué, bah, ça les rassure quand même sur le fait que voilà, ils passent pas à côté, ils perdent pas de chance et tout ça. Donc on est soit au départ, soit au moment où se pose la question de la préservation d'organes et de pouvoir garder leur rectum sans être opéré. Donc, vous le disiez avec de la modestie, mais vous êtes expert. Et justement, en quoi votre statut d'hospitalo-universitaire, il va apporter quelque chose dans la vie que vous allez rendre dans cette prise en charge? Alors, parce que souvent, nous, on est quand même obligés de se tenir au courant, puis on participe à beaucoup de congrès, et donc ça nous permet comme ça d'être à la page de l'actualité. La deuxième chose, c'est que comme on travaille beaucoup sur cette pathologie, il y a certains des innovations à laquelle on a participé, en participant à des essais ou en ayant construit des essais, voilà, parce que de plus en plus maintenant, dans cette pathologie, il y a eu un groupe expert qui s'est créé, qui s'appelle le GRECAR, spécialisé dans le cancer du rectum, où il y a toute une série d'experts qui y participent, et donc on met en place des essais justement pour avancer, affiner les indications et tout ça. Donc en tant qu'hôpital universitaire, c'est beaucoup plus facile pour nous de se tenir à la page, sur en tout cas une pathologie qu'on va traiter tout le temps et dans lequel on participe à des essais, et donc ça, en ça, c'est un vrai avantage, alors que pour des chirurgiens, par exemple, qui sont installés ou qui, eux, doivent opérer des gens pour vivre et tout ça, et pour être payés, ont un petit peu plus de mal à prendre le temps et de se poser et de pouvoir... donc voilà, donc c'est notre rôle en plus à nous, universitaires, justement, de faire avancer les choses et de proposer des stratégies ou des thérapeutiques nouvelles qui permettent de profiter aux gens. Donc dans ce sens, c'est un avantage pour nous de pouvoir être experts pour deuxième avis. Alors, vous le disiez, vous avez un peu de temps, mais quand même, est-ce que c'est pas trop difficile de jongler justement entre cet exercice clinique, les congrès, la formation continue, le rôle de médecin expert? Comment très concrètement vous vous organisez, vous, pour avoir le temps de rendre vos avis? Parce que, on le rappelle, la vie doit arriver en moins de 7 jours. Donc, oui. Alors ça c'est vrai que c'est pas très facile, surtout qu'on ne sait pas quand la vie va arriver. En fait, on reçoit un mail pour nous dire quelqu'un vous a sollicité. Alors il y a deux façons de faire. Soit la personne demande un avis, c'est le premier expert qui répond. Donc ça, j'ai envie de dire, l'expert qui répond, il se dit qu'il a du temps pour le faire. Soit en fait on est choisi directement, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité sur le site pour le patient de choisir l'expert qu'il voulait. Et donc là, effectivement, on a 7 jours pour répondre. Et donc moi, par exemple, il y a des périodes où je préviens deuxième avis que je ne vais pas être disponible pendant
pendant 15 jours, 3 semaines, parce que je sais que si ça arrivait à ce moment-là, je pourrais pas répondre. Donc on s'engage à le faire. Moi, ça m'est arrivé de le faire le week-end chez moi, je vous cache pas, ou le soir, ou dès qu'on a un moment dans la journée. Après, quand c'est quelque chose qu'on connaît très très bien, où j'ai pas besoin de retravailler pour être sûr, c'est juste il y a un peu de temps de rédaction, mais le plus souvent, on peut répondre assez rapidement quand même. Donc, je dirais que sur un dossier standard, moi, ça va me prendre une demi-heure à peu près pour donner mon deuxième avis. Oui, mais ce qu'on voit aussi dans votre témoignage, c'est que c'est modulable. C'est pas non plus, Oui. voilà, si vous avez des périodes où vous n'êtes pas disponible, c'est possible. Et justement, est-ce que vous conseilleriez, vous, à des confrères ou à des consoeurs de devenir médecin expert Alors franchement oui, parce que je trouve qu'à chaque fois c'est une remise en cause. Parce qu'il faut savoir aussi que nous, quand on remet un avis, le patient il y a notre nom, donc on s'engage sur l'avis qu'on a donné, et en plus le malade peut aller montrer cet avis à l'équipe qui s'occupe de lui, et donc ils vont voir que nous on a donné un avis. Alors quand c'est le même avis, en général ça se passe bien, ils sont contents, mais si c'est pas tout à fait le même avis ou qu'il y a une discordance, et donc pour nous, c'est quand même aussi une remise en cause. On se dit, est-ce qu'il faut vraiment donner un avis pertinent, dire ce qui est prouvé, pas prouvé. Donc ça, moi je trouve que c'est une remise en cause permanente, et une fois de plus, comme je vous l'ai dit, ça permet de se maintenir à la page sur les pathologies dont on s'est dit expert, pour être vraiment dans l'actualité et être sûr qu'on dit des choses qui soient justes. Et voilà, donc je pense que pour un universitaire, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et donc oui, à des amis universitaires, je conseillerais de le faire. Après, pour des gens qui ne sont pas universitaires, mais qui seraient experts d'une pathologie, il faut le faire, mais voilà, il faut pouvoir se dégager ce temps et pouvoir répondre dans les temps, parce que comme vous l'avez dit, c'est 7 jours, et ça vient très vite en fait, 7 jours, et voilà. Mais donc aujourd'hui, 3 ans après, c'est une expérience qui vous a apporté beaucoup. En tout cas, je suis content de le faire, et en plus sur certaines pathologies, moi j'ai vu les autres experts, et donc c'est tous des gens qui sont des vrais experts aussi, et donc oui, il y a une petite part de fierté de se dire qu'on a été choisi pour faire ça, et en tout cas moi dans ma vie maintenant ça fait partie de ma vie quotidienne, et parfois une fois de plus, je vous dis, soit on rassure des gens, soit on peut orienter différemment, et peut-être qu'il y a aussi, on n'a pas le retour de ça, mais peut-être que les équipes médicales pour lesquelles on aurait donné un avis un petit peu différent, ça les fait eux se remettre en question, et peut-être qu'à long terme, on a aussi ce côté de faciliter l'accès à l'information et l'éducation des équipes médicales. Mais ça, nous, on n'en a pas le retour, on a juste le retour du patient qui dit s'il est satisfait de notre avis ou pas, mais on n'a pas le retour des équipes qui prennent en charge. Eh bien, merci beaucoup, professeur Benoît, d'être venu nous parler de votre rôle de médecin expert pour deuxièmeavis.fr. Un plaisir.